Je voudrais exprimer toute ma fierté à travailler avec son Excellence, Monsieur le Président, cet homme d'une grande dimension. En effet, le professeur Alpha Condé a une vision, une ambition pour la Guinée, honorable député. Je partage son projet de société qui vise à inscrire résolument la Guinée dans la modernité et en faire une destination privilégiée en Afrique. Vous l'avez compris, je suis honoré de participer à ses côtés à la noble entreprise de construction d'une Guinée meilleure pour toutes ses fils et filles dans la fraternité et la solidarité. C'est dans cette perspective que j'ai tenu, dès ma prise de fonction, à rencontrer les institutions républicaines, dont votre auguste assemblée, dans le but de renforcer et d'amplifier la synergie dans une collaboration souhaitable et indispensable entre nos différentes institutions pour rechercher ainsi les meilleures pratiques de gouvernance possibles pour la Guinée. C'est vous dire combien le dialogue social me tient à cœur et combien il me paraît essentiel dans la période actuelle. Car si les intérêts des différents acteurs peuvent être divergents, seul le dialogue social et politique reste le cadre de concertation pour assurer une bonne gouvernance visant à promouvoir la justice sociale, les relations professionnelles équitables, le développement durable et la quiétude sociale. Comme vous le savez, notre Constitution, en son article 58, confère au Premier ministre, chef du gouvernement, la responsabilité de la promotion du dialogue social. Il doit veiller à ce titre à l'application des accords avec les partenaires sociaux et les partis politiques. Je voudrais vous dire ici, solennellement, je m'y engage. C'est la raison pour laquelle je poursuivrai le dialogue entrepris avec les partis politiques et les partenaires sociaux, car ceci me semble être la condition essentielle pour la réussite de la politique économique et sociale que mon gouvernement se doit de mener. Il n'y a pas de développement sans paix. C'est pourquoi, honorable député, je vous tends une main fraternelle pour accompagner le gouvernement dans ses efforts de construction d'une Guinée unie dans la paix, forte dans la synergie entre les institutions républicaines et prospère dans la conduite de sa politique économique et sociale. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, l'histoire récente de notre pays reste marquée de tensions, de violences et de convulsions politiques et sociales récurrentes. Cette situation porteuse en soi de risques sur la paix, l'unité nationale et la cohésion sociale a déjà conduit aux conséquences aussi fâcheuses que mort d'hommes et destruction des acquis économiques. Je voudrais saisir la présente occasion pour avoir une pensée solidaire pour les victimes des différents mouvements sociaux, toutes les victimes, filles et fils de ce pays, dont la disparition est une immense perte pour les familles ainsi que pour la nation. À ces familles éplorées et au peuple de Guinée endeuillé, je présente les sincères condoléances de son Excellence, Monsieur le Président de la République, les miennes propres et celles de mon gouvernement. Mon propos s'interdira de réinventer la roue dès lors que la vision politique et les stratégies qui la sous-tendent sont énoncées par le Président. Celles-ci sont traduites en effet dans la stratégie
dans la vision stratégique 2040 et recadré sur un horizon à moyen terme 2017-2021 dans le plan national de développement économique et social qui a déjà recueilli votre approbation, honorables députés. Le PNDS prend en compte le programme économique. La stratégie de ce plan s'appuie sur un programme de réforme et de développement économique à la fois volontariste et réaliste, fondé sur l'investissement privé et public. La vocation de mon gouvernement est maintenant de consolider les acquis et de corriger les faiblesses de manière à accélérer la mise en œuvre du PNDS. Comme vous le savez, honorables députés, j'ai fait le choix en 2014 d'accompagner le président. La cohérence de ce choix et l'honnêteté qui en découle exigent que je m'arrête quelques instants sur les acquis du gouvernement qui nous ont précédés, des gouvernements qui nous ont précédés. Sous le leadership du président Alpha Condé, beaucoup a été fait et souvent bien fait au bénéfice de la Guinée et des Guinéens. En effet, face aux enjeux économiques et sociaux de l'époque, marqués par une pauvreté généralisée, des déséquilibres macroéconomiques et la stagnation de l'économie, le leadership du président Alpha Condé aura permis de restaurer les équilibres économiques, de redonner confiance à la communauté internationale, d'asseoir les bases d'un état de droit et de placer ainsi la Guinée dans la trajectoire d'une croissance forte et soutenue. La stabilisation de la politique économique depuis 2010, les avancées significatives en investissement traduit notamment dans les projets hydroélectriques, de même que les initiatives présidentielles dans l'agriculture et la relance du secteur minier sont sans doute l'expression la plus palpable de la transformation économique en cours. Le PNDS donne de témoignages de l'impulsion d'un véritable changement de paradigme dans l'évolution économique et sociale de la Guinée. Il me plaît de relever que le PNDS bénéficie du soutien des partenaires techniques et financiers, avec des engagements de financement d'un montant de 21 milliards de dollars US. Ce plan est aussi conforté par l'accord cadre historique avec la Chine d'un montant de 20 milliards de dollars. Monsieur le Président, honorables députés, les discours conventionnels et les propos mielleux, je le sais, ne sont plus de mise. Le premier devoir de l'homme politique contemporain est de dire la vérité. Et la vérité est que notre pays est à la croisée des chemins. De nombreux défis restent à relever sur le plan économique, politique et social. La réalité des progrès enregistrés, de la gouvernance du professeur Alpha Condé que j'ai évoqué tantôt, n'a pas encore permis d'impulser un véritable changement de paradigme et de renforcer la confiance dans l'action publique. Il en est ainsi parce que les effets des succès économiques restent inachevés si on en a mesure l'impact sur la réduction de la pauvreté, des inégalités économiques et sociales qui, à bien des égards, sont parfois aggravées. Mon gouvernement prêtera davantage attention à la réduction de l'extrême pauvreté, telle que reflétée dans le taux de mortalité infantile, la malnutrition, l'analphabétisme, l'habitat social, la sécurité des populations et de leurs biens, leur santé, de même que le chômage endémique des jeunes en particulier. Qu'il me soit permis de décliner dans les grandes lignes les approches auxquelles mon gouvernement envisage de recourir pour la mise en œuvre rapide de ces piliers et vaincre ainsi
les défis qui sont les nôtres, les défis de développement. L'un des tout premiers défis est la promotion d'une gouvernance au service du développement durable. Il s'agira de consolider les bases de l'état de droit, de promouvoir la démocratie, d'assurer la sécurité et la cohésion sociale pour asseoir l'autorité de l'État qui fait cruellement défaut aujourd'hui et rendre à terme l'action publique plus efficace et plus forte. Mon gouvernement consacrera beaucoup de temps et d'efforts à promouvoir l'état de droit et l'accès de tous à une justice équitable. Nous poursuivrons les réformes entreprises pour améliorer le système judiciaire. À cet égard, le tribunal de commerce sera rendu opérationnel avant la fin de l'année. Le gouvernement renforcera par ailleurs les capacités opérationnelles des services de sécurité dans le cadre d'une stratégie nationale de lutte contre la criminalité. Nous regrettons tous, honorables députés, la recrudescence de la criminalité qui a atteint en effet des proportions inquiétantes dans nos villes et villages. Les voleurs et autres coupeurs de route entretiennent un climat de terreur dans la cité. Nous y travaillerons avec vigueur. Je voudrais vous donner l'assurance ici et maintenant qu'aucun crime ne restera plus impuni. Les sévices et la mort cruelle infligée notamment à notre concitoyen Elhadji Doura Diallo, arraché à l'affection des siens, et tous les autres crimes de ces dernières années, élucidés ou non, connaîtront des suites judiciaires appropriées. J'ai demandé au ministre de la Justice d'étudier la possibilité d'organiser dans les prochains mois un procès des gangs à l'image de celui réussi il y a une vingtaine d'années avec le procureur de la République d'alors, feu Alphonse Aboli, et le juge maître Doura Chérif. La conséquence heureuse du dit procès des gangs, l'on s'en souvient encore, a sonné le glas des crimes organisés en Guinée et pour de longues années qui ont suivi le procès. La recrudescence du fléau interpelle aujourd'hui mon gouvernement pour inscrire le combat contre le crime organisé sur la short list de ses priorités. À cet égard, j'en appelle à une collaboration étroite entre les services de sécurité et le système judiciaire. Cette collaboration me semble être un facteur clé pour le succès du rétablissement de l'autorité de l'État et la sécurité des personnes et des biens. Ce dispositif ne se fera pas au détriment de la défense des libertés fondamentales, à commencer par l'accès du public à l'information. Mon gouvernement s'investira dans l'amélioration de la couverture du territoire par les médias publics et privés en développant des infrastructures de communication audiovisuelle. Monsieur le Président, honorables députés, rétablir l'autorité de l'État, c'est mener une lutte sans répit contre la corruption et promouvoir la bonne gouvernance. Selon le rapport 2011 de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, repris par celui de 2017, le volume des pots de vin pour la Guinée avoisine en moyenne 600 milliards de francs guinéens chaque année. La même source indique que les opérateurs économiques déclarent avoir payé près de 500 milliards par an de paiements non officiels et 75% des entreprises affirment faire des cadeaux pour obtenir des contrats. Nous devons mettre fin à des déperditions financières. Il ne saurait y avoir de développement économique viable sans une lutte conséquente
contre le phénomène de corruption. Dans ce noble combat contre ce fléau, notre pays, comme vous le savez, dispose déjà de nombre d'institutions et d'instruments juridiques et réglementaires. La Cour des comptes, l'Inspection générale d'État, l'Inspection générale des finances, l'Autorité de régulation des marchés publics, l'Agence nationale de lutte contre la corruption, l'Agence judiciaire, etc. L'action gouvernementale portera aussi sur la gouvernance économique, l'amélioration de la gouvernance économique. Pour garantir la mobilisation optimale des recettes publiques, mon gouvernement s'engage à atteindre les niveaux de financement requis à travers la mobilisation des recettes fiscales et administratives ainsi qu'une maîtrise des dépenses publiques. L'appui au secteur privé qui, comme vous le savez, joue un rôle prépondérant dans la création de richesses et d'emplois sera au centre de nos préoccupations pour que ce secteur joue le rôle qui est le sien. À cet égard, le gouvernement poursuivra la mise en œuvre de politiques publiques visant à garantir un environnement des affaires plus incitatif à l'investissement privé. Nous entendons mener une politique plus agressive de développement du partenariat public-privé qui apparaît comme la solution alternative à l'insuffisance des ressources propres de l'État et à la limitation de l'aide publique au développement. Dans le domaine économique, je prendrai toutes les mesures permettant d'assurer le pilotage du programme appuyé par la facilité élargie de crédit avec le Fonds monétaire. Je m'assurerai du respect des obligations pour la Guinée issues du programme en cours. Honorables députés, je suis heureux de vous informer que le Conseil d'administration du Fonds monétaire international a, dans sa dernière session avant-hier, 18 juin 2018, à Washington, confirmé la revue du programme économique de la Guinée. C'est une victoire pour la Guinée. C'est un succès additionnel pour le président de la République dans l'exécution de son agenda économique pour la Guinée. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, notre plus grand défi, incontestablement, réside dans le développement des infrastructures, en particulier énergétiques et de transport, qui s'opèrent à un rythme insuffisant. Le taux d'électrification reste à 26%, voire 11% dans les zones rurales. Sous l'impulsion du président de la République, les investissements pour le développement des infrastructures ont pourtant été considérables depuis 2010. Dans le secteur de l'énergie, les barrages de Kaleta, de Swapiti et de Amaria vont ajouter au parc national un total de 1000 MW d'ici 2020. Ces investissements valent plus de 3 milliards de dollars. Par ailleurs, plus de 800 km de routes ont été construits depuis 2010. En s'inspirant de l'exemple de l'Éthiopie, du Rwanda et de la Côte d'Ivoire, il conviendra de mieux revoir notre mix énergétique. La prépondérance des grands ouvrages, dont la mise en œuvre et le financement sont complexes, expliquerait au moins en partie le niveau de progression de notre politique énergétique. Notre environnement politique, économique et social est à nouveau source d'inquiétude. Après une relative accalmie, notre pays semble renouer avec les tensions. Outre les revendications syndicales, les échéances électorales sont porteuses de risques, comme l'attestent les contestations nées des dernières élections municipales
du 4 février dernier. Le nouveau gouvernement aura la lourde responsabilité dans l'anticipation des échéances électorales à venir, notamment les législatives l'an prochain et les présidentielles en 2020. Les conditions pour une meilleure intégration du commerce dans le développement seront créées et la contribution du tourisme, de l'hôtellerie, de l'artisanat et de la culture à la création de richesses et d'emplois productifs sera accrue. Nous saluons les efforts fournis pour notre sortie de la liste des pays non coopérants en matière de pêche INN. Le gouvernement mettra tout en œuvre pour rendre conformes nos produits halieutiques aux normes internationales. L'approvisionnement du marché local en produits de pêche, notamment par la poursuite de l'application de l'initiative présidentielle en matière de pisciculture, sera une priorité. Le gouvernement favorisera des emplois pour les jeunes et les femmes à travers la création et l'aménagement des étangs piscicoles dans les 4 régions naturelles. Le gouvernement accordera une attention soutenue à la mise en œuvre d'actions visant la modernisation du secteur de l'élevage par la construction d'abattoirs modernes dans toutes les capitales régionales. Il introduira l'insémination artificielle, notamment à Famoïla. Un autre défi, c'est celui de réformer notre administration pour que réponde aux impératifs d'efficacité recherchés. L'administration guinéenne porte une responsabilité singulière. En paraphrasant Paul Valéry, vous me permettrez de dire que quand l'administration est forte, elle nous écrase. Quand elle est faible, nous périssons. L'administration guinéenne est aujourd'hui forte et faible. Forte, l'administration guinéenne est devenue hors de contrôle. Des pans entiers en son sein se sont soustraits de fait à leur obligation de servir l'intérêt général pour se mettre au service des intérêts particuliers. L'administration est faible, notre administration est faible aussi. Elle est de moins en moins efficace, vieillissante et inadaptée. Nulle part dans le monde, il ne serait convenable que l'administration des choses prenne le pas sur le gouvernement des hommes. La finalité première de l'action administrative, c'est de mettre en œuvre la politique du gouvernement. Nous y veillerons scrupuleusement. La neutralité et la réserve qui doivent caractériser l'action administrative seront renforcées. Ainsi, aucun ministre, aucun chef d'administration centrale ne sera désormais autorisé à parrainer une quelconque manifestation politique ou sociale en dehors des périodes définies pour les campagnes électorales. Bien entendu, les fonctionnaires ne sont pas des citoyens spéciaux. Ils ont, comme l'ensemble des citoyens, des droits civils et politiques. Mais tout fonctionnaire souhaitant exercer sa liberté politique au-delà des limites de son obligation de réserve et de neutralité devra se mettre temporairement en disponibilité de l'administration. Monsieur le Président, honorables députés, le train de vue indécent de certains cadres de l'État est devenu choquant. L'administration est le miroir de la société. Le temps de l'impunité est terminé. Là aussi, la main de la justice guinéenne devra se montrer ferme. Les agents publics qui se rendront coupables de faits de corruption auront à en répondre devant les juridictions de notre pays et subir la rigueur de nos lois. Nous prêterons une attention particulière aux petites et moyennes entreprises, indispensables
à la vitalité du tissu économique et à l'emploi. Un cadre structuré d'action sera déployé pour réduire la taille encore trop grande du secteur informel. Le secteur privé est un allié incontournable dans la mise en œuvre de la politique économique. Son développement est la condition sine qua non de la réussite de l'action gouvernementale. Monsieur le Président, honorables députés, l'attachement du Président de la République au développement de l'agriculture est de notoriété publique. Comme souvent, il voit juste. La politique agricole que le gouvernement devra conduire poursuivra une diversification réaliste de l'économie. Les défis qui se posent à la Guinée, comme à l'Afrique, font du développement du secteur agricole un impératif économique, social et politique. Pourquoi? Parce que les fluctuations sur les marchés de matières premières rendent l'économie guinéenne particulièrement vulnérable à la volatilité des marchés internationaux. Parce que la pression démocratique pose avec acuité la question de la sécurité alimentaire, considérant que la Guinée compte déjà environ 3 millions de personnes souffrant de malnutrition. Enfin, parce que l'adaptation au changement climatique rend indispensable d'anticiper les effets des dérèglements liés au climat. Il me faut dire un mot sur le numérique, qui prend une importance grandissante dans nos économies, mais aussi dans nos vies. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication présentent pour la plupart des secteurs de l'économie un potentiel de développement considérable. Selon McKinsey Global Institute, le numérique représente 1,1% du PIB des économies africaines, contre une moyenne de près de 4% pour les économies développées. Si seulement 16% de la population africaine utilise actuellement Internet, cette proportion progresse rapidement. 720 millions d'individus disposent d'un téléphone mobile et 52 millions d'Africains ont un compte Facebook. D'ici 2025, le numérique pourrait accroître le PIB de l'Afrique à moins de 300 millions de dollars. L'ambition de notre pays est d'atteindre une numérisation de notre économie de l'ordre de 3% du PIB d'ici 5 ans. Le ministre en charge des télécommunications et de l'économie numérique aura pour mission d'élaborer et mettre en œuvre un plan en vue de la réalisation de cet objectif. La Guinée a changé. Les Guinéens ont changé. Les populations guinéennes jeunes et connectées sont devenues de plus en plus exigeantes. L'onction du suffrage universel ne suffit plus à assurer la pleine légitimité démocratique. Au temps souvent long des élections a succédé le temps plutôt court des médias et des réseaux sociaux. Les journalistes et les internautes tiennent quotidiennement la comptabilité de l'efficacité ou de l'inefficacité de l'action publique. C'est le devoir des gouvernants que nous sommes d'en tenir compte. Le gouvernement se donne pour objectif d'affecter 15% de dépenses budgétaires au secteur de la santé et de l'éducation pour construire des infrastructures, former les enseignants et les personnes de santé et assurer une couverture médicale de base pour les populations les plus vulnérables. J'ai entendu avec intérêt les revendications des enseignants qui vivent dans des conditions indéniablement difficiles. Comme s'y est engagé personnellement le président, le dialogue sera toujours la meilleure option. Comme s'y est
En ma qualité de Premier ministre, responsable de ce dialogue social, je voudrais d'ici dire aux organisations syndicales et plus largement à la société civile guinéenne que mon bureau leur sera toujours ouvert, que je privilégierai toujours la concertation avec des partenaires sociaux, rouage indispensable de tout régime qui se veut démocratique. Je voudrais lancer un appel à la jeunesse de Guinée. Je leur demande d'avoir la foi, de croire en leur destin et de ne jamais laisser aucun déterminisme social ou ethnique les empêcher d'accomplir leurs rêves. Le succès, tout succès est au bout de l'effort. C'est une obligation pour les pouvoirs publics de les accompagner. Les efforts de mon gouvernement seront orientés vers la recherche de solutions adaptées pour la création d'emplois pour les jeunes et les femmes de notre pays. Le gouvernement que je dirige demande à être jugé sur la base de ces résultats. La presse responsable de Guinée, dont la liberté est indispensable à l'amélioration de l'action publique, a de toute évidence un rôle à jouer. Permettez-moi de saisir l'occasion pour encourager l'ensemble des médias de notre pays et l'ensemble des hommes et des femmes de ce corps qui ont toujours choisi librement d'être constructifs en période de crise dans notre histoire. L'action vigilante saura nous rappeler à l'ordre, nous contraindre à ne pas nous égarer et perdre le sens des priorités. Je sais d'ores et déjà pouvoir compter sur la presse. Monsieur le Président, honorables députés, voici déclinées dans les grandes lignes les grandes orientations du nouveau gouvernement. Je vous invite, conformément aux dispositions de l'article 57, à vous en saisir et en débattre. Vive la Guinée, vive la République, vive l'unité nationale. Je vous remercie.